Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet évidemment pour moi qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'évaluation d'entreprise et plus particulièrement de la réconciliation des méthodes d'évaluation quand on est en charge de conclure sur un projet d'évaluation. Alors, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, on va introduire certains points, je pense, qu'on doit se remémorer quand on fait de l'évaluation d'entreprise. On va revoir certains concepts de base qui sont liés à l'évaluation. On va voir le processus général d'évaluation au Canada et peut-être un peu comment ça se différencie par rapport aux États-Unis, parce que nous sommes quand même en Amérique du Nord. On va voir les méthodes secondaires qui sont disponibles comme outils de corroboration de la valeur et comment on réconcilie l'ensemble des méthodes pour conclure sur la valeur de l'entreprise qu'on regarde. Donc, mon nom, Francis Paquette, je suis expert en évaluation d'entreprise. Le CFO masqué, on offre des services de bout en bout en modélisation d'affaires et en audit et en formation. Plus particulièrement, moi de mon côté, je donne pour le CFO masqué les formations en finances corporatives, dont en évaluation d'entreprise. Je vais vous inviter, si vous le voulez, à la fin d'aller consulter notre site web et voir les dates de nos futures formations. Et le CFO masqué, on offre aussi bien d'autres formations. Et donc, je vais vous inviter à aller jeter un œil à ça. Et peut-être que suite à ce webinaire, vous aurez peut-être de l'intérêt à participer à ce genre de formation-là. Dans le CFO masqué, ou sur le CFO masqué, ou avec le CFO masqué, vous avez accès aussi à de nombreuses ressources, dont le blog du CFO masqué, qui contient, que Sophie entretient rubis sur l'ongle, qui contient vraiment une quantité extraordinaire d'informations en Excel et en finances corporatives. Et on a aussi un forum de discussion qui permet aux usagers du blog de partager des expériences et partager des problèmes, des situations qu'ils vivent. Et il y a des ressources LinkedIn qui ont été aussi mises en place avec le CFO masqué. Et donc, c'est des ressources qui sont disponibles pour les usagers, pour mieux comprendre ce qu'on fait, puis apprendre dans les grands aspects que nous couvrons au CFO masqué. Donc, en guise d'introduction, c'est important de mentionner que en évaluation d'entreprise, essentiellement, on repose toujours nos conclusions de valeur sur la définition de la juste valeur marchande, la JVM, et les 7 grands principes qui gouvernent un processus d'évaluation. Et en tout temps, on doit garder en tête et la définition de la JVM et le respect des 7 grands principes pour nous aider à étoffer nos conclusions qui touchent l'évaluation d'entreprise sur un projet d'évaluation. Donc, ça va influencer autant le choix des méthodes que la façon qu'on va approcher le projet. Qu'est-ce qu'une JVM? Qu'est-ce qu'une juste valeur marchande? Et c'est la définition officielle qui vient du site de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprise. Et chaque mot dans la définition est très important. Donc, la juste valeur marchande, c'est le prix comptant le plus élevé. Le prix comptant veut dire en monnaie sonnante et trébuchante, payé immédiatement. Le plus élevé, le meilleur qu'on peut obtenir. Compte tenu des conditions générales du marché. Donc, c'est important, évidemment, de tenir en compte les conditions économiques, les conditions qui prévalent dans une certaine industrie, évidemment. Lors de la vente d'un bien conclu entre des parties prudentes, bien informées. Donc, on suppose toujours en évaluation que le vendeur, autant que l'acheteur potentiel, sont des gens très bien informés, très prudents, qui ne prendront pas de décisions intempestives, de décisions émotives, libres de toute contrainte. Donc, ce ne sont pas des gens non plus qui ont aucune forme d'urgence d'agir et sans lien de dépendance. Donc, l'acheteur et le vendeur ne sont pas des parties apparentées et on peut donc garantir que le prix qu'on obtient à ce moment-là est vraiment le meilleur prix possible, qu'un vendeur est prêt à céder et qu'un acheteur est prêt à payer. Alors, il faut vraiment faire la communion des deux côtés de la médaille. Et évidemment, si les parties sont apparentées, il n'y a aucune garantie que ça va se faire à la juste valeur marchande. Les 7 grands principes qui toujours demeurent dans la tête d'un évaluateur quand on fait de l'évaluation. Mais premièrement, c'est que la valeur est déterminée à un moment donné dans le temps. Donc, si on fait une évaluation au 31 décembre 2014,
ben, on va utiliser les informations qui sont disponibles à cette date-là et aucune information qui n'était pas encore disponible à cette date-là. Et ça, c'est un principe fondamental. La valeur est toujours prospective. Donc, on utilise les informations financières passées, mais l'objectif est de comprendre la valeur future d'une entreprise et non pas les réalisations passées. Donc, oui, effectivement, les informations qui sont disponibles sont celles du passé, mais on doit quand même poser beaucoup de jugements pour être capable de voir si ces résultats passés-là sont vraiment représentatifs de la rentabilité future. Le marché dicte les taux de rendement. Donc, ce sont les conditions générales du marché. Si le marché va mal, si le marché est très pessimiste, donc les taux de rendement attendus vont être impactés d'autant et ça va réduire la valeur des entreprises. Et inversement, quand la bourse va très très bien, le marché est en effervescence, les gens vont se satisfaire de taux de rendement plus faibles et ça va amener des valeurs d'entreprise plus élevées. Et plus la valeur nette des actifs est élevée, plus la valeur risque d'être élevée. C'est une question de gestion de risque. Alors, si une entreprise a une valeur nette tangible très importante, ça protège l'acquéreur que si les choses tournent très très mal, il pourra réaliser peut-être la valeur des actifs nets tangibles et protéger de son investissement. Inversement, si l'entreprise a très peu d'actifs nets tangibles, c'est probable que l'acquéreur va avoir plus de risques parce que en cas de problème, la valeur qu'il pourra récupérer est d'autant plus faible. Donc, il y a une question de gestion de risque là, qui se pose ici. Le cinquième principe, c'est que, évidemment, souvent un vendeur reconnaît de la valeur sentimentale à quelque chose, alors que cette valeur-là sentimentale, évidemment, n'a aucune forme marchande. Donc, un acquéreur ne sera jamais prêt à payer pour de la valeur sentimentale. Et le même problème existe dans certaines entreprises où l'achalandage, si on veut, est fortement lié à un individu. Et évidemment, dans une transaction de vente d'entreprise, on ne vend pas des individus, on vend un fonds de commerce. Et si on n'est pas capable de transmettre toutes les relations, toute la connaissance de cet individu-là à l'acquéreur, bien l'acquéreur, évidemment, ne sera pas prêt à payer pour ça. Donc, c'est les deux grands éléments qui sont souvent difficiles à quantifier au niveau de l'achalandage. Donc, est-ce que c'est de la valeur sentimentale? Est-ce que c'est de la valeur attachée à des individus? Et si oui, ça n'a peut-être pas une très grande valeur commerciale. Il faut garder ça en tête. La valeur est influencée par la liquidité. Ça va un petit peu avec le marché. Quand le marché est en effervescence, on voit beaucoup de transactions d'achat-vente d'entreprise. Donc, ça devient d'autant plus facile de vendre son entreprise. Et donc, ça risque d'influencer positivement la valeur. Inversement, quand on est dans un marché très peu liquide, il y a très peu de transactions. Donc, ça devient difficile de vendre une entreprise. Et la valeur en sera sans doute réduite. Et finalement, toute chose étant égale par ailleurs, ça c'est très très important dans des projets d'évaluation qui impliquent l'évaluation d'intérêt minoritaire. C'est que très souvent, surtout dans les entreprises privées, les sociétés privées, la valeur par action d'une position minoritaire peut être inférieure à celle d'une position majoritaire. En effet, dans une société privée, quels sont réellement les acquéreurs potentiels d'une participation minoritaire. Étant donné que cette participation-là minoritaire ne permet pas d'influencer souvent. Je m'excuse, je vais faire une petite pause pour éternuer. Donc, dans une société privée, une position minoritaire ne permet pas de diriger vraiment l'entreprise, ne permet pas de contrôler le conseil d'administration, la politique de dividendes. Donc, à ce moment-là, si on veut vendre simplement cette position-là, le marché des acquéreurs potentiels va être d'autant réduit. Ça risque d'être excessivement difficile. Et comme je disais, donc, le contexte de l'évaluation, est-ce qu'on est là vraiment pour évaluer un intérêt minoritaire? Est-ce qu'on veut faire simplement une valeur intrinsèque, donc déterminer la valeur pour fin de cristallisation de la valeur pour fin fiscale? Est-ce qu'on veut faire la valeur intrinsèque pour peut-être échanger des actions entre des actionnaires à la pleine valeur intrinsèque? Ou est-ce qu'on veut vendre l'entreprise
Et à ce moment-là, la valeur pour fin de vente d'entreprise pourra inclure peut-être des synergies qu'un acquéreur pourra éventuellement réaliser. Donc, on voit que autant les grands principes que la définition de la JVM, que le contexte dans lequel on fait l'évaluation aura une influence sur la conclusion de la valeur. Et évidemment, si on fait une transaction, on regarde une situation où on veut échanger un intérêt minoritaire dans une société privée. Mais très souvent, dans la société privée, il y a une convention des actionnaires en place. Et il est très probable que un grand nombre de provisions dans cette convention des actionnaires-là va avoir une très grande influence sur la valeur de la participation. Alors, est-ce qu'il y a des clauses restrictives? Est-ce qu'il y a des droits de premier refus? Est-ce qu'il y a des droits de suite, des droits d'entraînement? Comment l'intérêt minoritaire est protégé? Comment l'intérêt minoritaire participe à la gestion d'entreprise? Ce sont des questions fondamentales qui sont souvent décrites ou qui sont mentionnées dans les conventions d'actionnaires. Et donc, l'ensemble de ces provisions-là, on doit les inclure dans la détermination de la valeur parce que ces provisions-là ont un impact sur la valeur qu'un acquéreur potentiel peut percevoir d'une participation minoritaire. Je vous dirais que par expérience, au Canada, la façon que l'évaluation d'entreprise se fait, c'est d'abord et avant tout avec ce qu'on appelle une approche basée sur la profitabilité, en supposant évidemment que l'entreprise est profitable. Si l'entreprise est non profitable, évidemment, c'est une autre question. On va y aller sur une approche de valeur nette des actifs ou une valeur de liquidation. Il n'y aura pas vraiment de comparaison possible à faire. Mais en supposant que l'entreprise est profitable, au Canada, on va d'abord utiliser une méthode d'évaluation basée sur la profitabilité. Et on va utiliser des méthodes secondaires, comme les comparables de marché, les règles du pouce, pour corroborer notre conclusion sur la valeur. Aux États-Unis, c'est une différence fondamentale. L'utilisation de comparables de marché est souvent utilisée comme approche principale d'évaluation parce que eux, ils ont un marché public de sociétés cotées qui est excessivement grand. Ils ont beaucoup de bases de données disponibles sur des transactions passées et ils ont un marché à ce moment-là beaucoup plus mature que le nôtre. Et ils ont une historique d'utilisation de méthodes de comparables de marché qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus exhaustif qu'au Canada. Alors, au Canada, notre marché boursier est beaucoup plus petit. On a beaucoup de compagnies à la bourse qui sont plus ou moins comparables parce qu'elles sont plus ou moins liquides. Donc, au Canada, la règle de base est d'utiliser une méthode d'évaluation qu'on va qualifier de principale ou de primaire, qui va être basée sur les profits. Et après ça, on va utiliser des méthodes corroboratives. Et l'objectif demeure le même à la fin, qu'on soit aux États-Unis ou au Canada, c'est qu'on doit démontrer, en réconciliant les différentes méthodes, que notre conclusion de valeur est raisonnable. Donc, évidemment, comme je disais, dans le cas d'une évaluation basée sur la valeur des actifs, bien souvent, ça se limite à ça. On va simplement évaluer la juste valeur marchande des actifs, dans le cas qu'on fait une valeur nette au livre ajusté, ou une valeur de liquidation, une approche de liquidation. À ce moment-là, on prend la valeur de réalisation des actifs. Donc, évidemment, il n'y a pas d'achalandage dans de tels cas, et il n'y aura pas, donc, de comparable qu'on pourra utiliser dans ces cas-là. Quand on parle de comparable de marché, on veut dire explicitement les sociétés qui sont cotées à la bourse. Donc, le marché boursier, c'est souvent la source principale, premièrement, pour déterminer les taux de rendement attendus dans une industrie, dans un secteur d'activité donné. Et donc, on peut utiliser les informations sur les sociétés cotées à la bourse qui sont similaires à l'entreprise qu'on évalue pour nous donner un ordre de grandeur là, de la valeur de notre entreprise. On va extraire des multiples de capitalisation boursière, si on veut, et on va les comparer à notre entreprise. Et il y a des bases de données qui sont disponibles sur des transactions qui ont eu lieu dans le passé. Donc, il y a plusieurs bases de données qui sont disponibles. Je ne les nommerai pas ici, mais dites-vous que c'est disponible. Ça couvre l'Amérique du Nord, surtout les États-Unis. Mais étant donné quand même qu'au niveau économique, il y a un bon arrimage entre les États-Unis et le Canada, on peut sans trop faire d'erreur, utiliser ces bases de données-là pour encore une fois nous fournir des comparables.
Il y a les règles du pouce. Alors, des règles du pouce, c'est souvent des intervalles de valeur assez quand même grossiers qui sont donnés par certaines publications, comme le Business Reference Guide, qui couvre l'Amérique du Nord, qui souvent vont donner des multiples d'évaluation du genre 1,5 à 2,5 fois les revenus, 4 à 6 fois les bénéfices avant intérêts, impôts, amortissements. Et donc, c'est des fourchettes quand même assez larges. C'est sur des petites entreprises. Donc, ça peut souvent être très utile quand justement l'entreprise qu'on évalue est quand même de petite taille. BizComs, Small Business Valuation, encore une fois, c'est pour des petites entreprises. Et eux, spécifiquement, ils offrent toujours des multiples d'évaluation qui est un multiple des ventes ou un multiple du ce que eux appellent le SDE, le Seller's Discretionary Earnings, qui est grosso modo le BAYA avant la rémunération versée à l'actionnaire principal ou au propriétaire. Et Valuing Professional Practices, c'est un bouquin qui a été fait quand même il y a quelques années, mais qui couvre spécifiquement les bureaux de, si on veut, de services professionnels. Alors les avocats, les notaires, les ingénieurs, les comptables. Et donc, c'est utile pour, encore une fois, avoir des règles du pouce. Sinon, souvent, il y a des publications industrielles dans certains secteurs d'activité. Alors, par exemple, en télécommunication, à un moment donné, c'était très courant de dire, ben, tel genre de compagnie de télécommunication, ça vaut 2000 $ par client, par abonné. On est en cellulaire, c'est peut-être plus 1500 $. On est en téléphonie classique, c'est peut-être 2000 $. Donc, en câbleau distribution, même chose. On va dire, en câbleau distribution, une compagnie de câbleau distribution, ça vaut 3000 $ par abonné. Donc, il y a des publications industrielles qui existent dans certains domaines d'activité. Et on peut donc utiliser également ces barèmes-là comme règle du pouce. Bon, on va regarder spécifiquement dans les prochaines acétates un cas réel que j'ai créé. C'est un cas fictif, mais on va l'analyser comme s'il était réel, de la vente potentielle d'une entreprise. Donc, encore une fois, on définit le contexte. Le contexte, c'est qu'on veut vendre l'entreprise. Donc, évidemment, on considère 100% de la valeur d'entreprise et on va ajouter dans la valeur des réalisations potentielles de synergie par l'acquéreur, basées encore une fois sur des moyennes et sur l'analyse du marché. L'entreprise en question qu'on définit s'appelle Friandises Supérieures Incorporées, c'est un nom carrément fictif, qui fabrique des friandises. On va donc dans un premier temps rapidement voir comment on peut établir la valeur de cette entreprise-là en utilisant la méthode des capitalisations des flux de trésorerie net caractéristiques. Et on va prendre essentiellement 4 approches pour corroborer notre conclusion sur la valeur. Un, c'est carrément d'analyser le niveau d'achalandage qu'on a obtenu avec notre méthode principale. Deuxièmement, on va regarder des sociétés cotées à la bourse. On va regarder des transactions passées et on va regarder une règle du pouce, la seule que j'ai trouvée dans cette industrie-là. Donc, quand on regarde le fichier Excel qu'on va regarder tantôt, on va trouver que si on veut vendre cette entreprise-là, on pourrait la vendre entre 6,56 millions et 7,18 millions, donc un prix de vente moyen des actions de 6,87 millions. Et on va aller immédiatement là, dans l'analyse détaillée. Est-ce que tout le monde voit le fichier Excel maintenant? Alors, j'imagine que oui. Parfait. Donc, quand on regarde ici les friandises supérieures, on a ici l'état des résultats quand même assez haut niveau des 5 dernières années. Alors, on voit l'entreprise fait bon an, mal an, toujours le même niveau, entre 7,25 et 7,5 millions de revenus, a une marge brute aux environs de 3 millions et une marge, un bénéfice avant impôt entre 450 et 600 000 $, paie son impôt, évidemment, comme n'importe quel bon citoyen corporatif. Et par contre, comme dans bien des dossiers d'évaluation, ben, il y a beaucoup d'ajustements qui peuvent être apportés parce que l'entreprise, actionnaire unique, gère ses flux de trésorerie un peu comme il veut.
Alors, sans aller dans le détail, ce qu'on découvre ici, c'est que le directeur général, qui est le seul actionnaire, se paie un salaire relativement mirobolant pour ce genre d'entreprise-là. On doit corriger donc pour le salaire de l'actionnaire principal, parce qu'évidemment, un acquéreur potentiel va remplacer l'actionnaire principal qui se paie un gros salaire par un directeur d'usine ou un directeur général de cette division-là. Et donc, évidemment, va sauver beaucoup par rapport à ça. On voit ici que sa conjointe travaille pour l'entreprise, elle est peut-être surpayée. On voit que le propriétaire sait payer peut-être des bonis à un moment donné, a utilisé peut-être l'argent de l'entreprise à des fins plus ou moins personnelles. Et donc, on va corriger à ce moment-là les résultats pour ramener ça à un niveau caractéristique. Donc, si on prend les années qu'on a ici et on ramène le BAYA de façon à corriger ces éléments-là, on trouve un BAYA ici qui va varier entre 835 000, grosso modo, et 977 000. Ici, la méthode que j'ai utilisée pour déterminer le BAYA caractéristique, c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc, je vais surpondérer la dernière année, sous-pondérer il y a 5 ans, et je vais calculer une moyenne qu'on appelle pondérée, et je vais supposer que c'est représentatif. Bon, évidemment, ici, il y a encore beaucoup de méthodes possibles. Est-ce que j'aurais pu prendre un intervalle de BAYA qui aurait pu être la moyenne des derniers 5 ans versus la moyenne pondérée? Toutes les approches sont bonnes, là, si on n'est pas ici pour discuter ça. C'est un exemple quand même un peu théorique. En évaluation, la prochaine étape, on va enlever l'impôt directement sur le BAYA. Alors ici, j'ai utilisé un taux d'impôt moyen de 25%, qui est peut-être un peu trop élevé, parce que, évidemment, c'est sans doute une société privée à contrôle canadien, donc qui est éligible au taux réduit sur les premiers 500 000 $ de revenus imposables, et 26,9% par la suite. Le taux d'impôt au Québec va diminuer à 26,5% d'ici 2020. Par contre, un acquéreur potentiel, lui, ne sera pas nécessairement éligible à l'impôt réduit. Donc, utiliser un taux moyen d'impôt de 25% me semblait raisonnable dans ce cas-ci. Donc, on enlève l'impôt sur le BAYA, on trouve un flux net des opérations après impôt. On va enlever les besoins de réinvestissement en immobilisation. On va considérer les économies d'impôt futures liées à l'amortissement de ces immobilisations-là en continu. On peut penser, avec un certain taux de croissance, je pense que j'ai mis ici un taux de croissance perpétuel d'environ 2%, qu'à chaque année, on doit réinjecter un peu d'argent dans le fonds de roulement. Et donc, on trouve un flux de trésorerie nette caractéristique autour de 590 000 $. Et on trouve ce flux de trésorerie, en fait, à quel multiple maintenant on va capitaliser pour trouver notre valeur d'entreprise. Ben, là, il faut développer un coût moyen pondéré du capital. Et au 31 décembre 2015, en supposant qu'on évalue l'entreprise au 31 décembre 2015, ben on peut récupérer l'ensemble des informations qu'on a besoin pour construire un coût moyen pondéré du capital. Alors, au 31 décembre 2015, le taux sans risque et le taux des obligations à très long terme du gouvernement du Canada était à 2,16%. Le marché canadien, depuis très très longtemps, oscille entre 4 à 5% de prime moyenne de marché pour une grande entreprise canadienne. Donc, il n'y a pas de publication officielle là-dessus. Alors, on doit prendre des publications, des extraits à droite et à gauche. Ibbotson Associates, qui n'existe plus aujourd'hui, publiait cette information-là. Et on voit que pour une période de 40 ans, c'était les bons taux. Donc, moi, je continue à les utiliser. La prime de l'industrie, ici, c'est extrait d'une publication qui s'appelle Duff & Phelps pour le code d'industrie SIC, le Standard Industry Classification 20, qui est Food and Kindred Products, qu'on a ajusté quand même pour le marché canadien. Et on a, quand on fait la somme de ces trois taux-là ici, on a donc le taux de rendement attendu au 31 décembre 2015 pour une compagnie à la bourse, mais de grande taille dans ce marché-là. Évidemment, ici, l'entreprise qu'on évalue est beaucoup plus petite. Donc, on va ajouter deux éléments, la prime liée à la taille de l'entreprise, 7,32%, qui vient d'une étude canadienne très sérieuse en la matière, et une prime de risque spécifique, qui est le jugement de l'évaluateur. On obtient donc le rendement attendu pour un investisseur à la bourse, pour une société de la taille de friandises supérieures. Comme je l'ai dit, ici, on fait l'évaluation sur la base que l'entreprise sera acquise.
Donc, on va ajouter une prime d'acquisition sur un très long horizon de temps, moyenne des industries, 25 à 40% de prime. On obtient donc le rendement attendu pour l'acquisition d'une société cotée à la bourse, mais d'un point de vue d'un acquéreur. Toutefois, notre entreprise, elle est privée. On ajoute donc un escompte de négociabilité de société privée, parce qu'une société privée, c'est connu, va se vendre moins cher qu'une société cotée à la bourse, parce qu'elle est moins exposée au marché des acquéreurs potentiels. Donc, on a finalement le rendement attendu sur les actions d'une société privée pour fin d'acquisition. On va ajouter à ça, pour avoir le CMPC, le niveau de dette. Bon, entreprise comme ça, très peu endettée habituellement, parce que c'est une entreprise qui fabrique avec peu d'équipement. Le coût de la dette, par contre, ces temps-ci, est très faible. Le taux d'impôt ici que j'ai mis sur la dette, 27%. On aurait pu mettre 26%, ça n'aurait pas changé grand-chose. J'ai mon CMPC. J'ai un taux de croissance perpétuelle que j'ai supposé à 1% par année. Donc, mon taux de capitalisation, c'est 1 moins l'autre. Et j'ai mon multiple de capitalisation qui est 1 sur le taux de capitalisation. Donc, je vais utiliser ce taux de capitalisation-là pour capitaliser mes flux de trésorerie. Je dois ajouter à la valeur de mes flux de trésorerie net caractéristiques capitalisées la valeur actuelle des amortissements futurs liés à mes actifs existants au livre. Donc, dans cet exemple-là, on a simplement un terrain qui n'est pas amortissable, des bâtiments, des équipements. On a supposé, pour simplifier ici, là, que le bâtiment et les équipements étaient, la valeur au livre était égale aux soldes fiscaux, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on a supposé ça ici. On va calculer la valeur actuelle de l'amortissement fiscal futur lié à ces actifs-là. On va donc obtenir la valeur d'entreprise. Et pour obtenir la valeur des actions comme telles, ben, on va enlever les dettes. Alors si on revient à notre bilan, on a une entreprise ici qui a 375 000 $ de dettes et par contre que de l'encaisse, qu'on peut considérer comme un actif excédentaire. Et en conséquence, on va conclure sur la valeur des actions de cette entreprise-là. Donc là, on a réussi avec une méthode principale à réconcilier à expliquer en fait comment on arrive à une valeur des actions de cette entreprise-là. Donc, pour dire à notre actionnaire qui veut vendre, ben, ton entreprise devrait valoir aux environs de 6,87 millions. Là, j'ai mon Skype qui flash, là. Je ne sais pas pourquoi. OK, ben, je pense qu'il y a des gens qui peut-être qui voient pas bien, mais la majorité voit bien. Donc, je vais continuer. Donc, si on revient à notre présentation PowerPoint ici, comme je l'ai dit, la première étape, c'est d'analyser carrément l'achalandage d'un point de vue absolu. Donc, si on regarde la valeur des opérations ou la valeur d'une entreprise, ça comprend la valeur de liquidation. Donc, si jamais les choses vont vraiment mal, on va tout liquider. Évidemment, cette valeur-là, souvent, elle est relativement faible. Mais la différence entre la valeur totale des opérations et la valeur de liquidation, c'est le risque qu'on appelle absolu. Et l'autre approche qu'on peut prendre, c'est ce qu'on appelle calculer le risque opérationnel. Donc, si on prend la valeur totale de l'entreprise et on la compare à la valeur nette des actifs, ou ce qu'on appelle dans le jargon la valeur nette tangible, ça donne une idée du risque opérationnel. Alors, la différence entre la valeur nette tangible et la valeur de l'entreprise, c'est l'achalandage. Donc, on peut voir, premièrement, c'est quoi le pourcentage de la valeur totale qui est constituée de l'achalandage. Et on peut développer une règle du pouce pour dire, ben, si j'ai tel montant d'achalandage, ben, combien d'années de flux de trésorerie net ça pourrait me prendre pour récupérer cette valeur-là d'achalandage. Donc, c'est la première approche. Et si on l'applique au calcul qu'on a fait, ben, on l'a dit, la valeur des actions, c'était 6,87 millions, mais ça incluait des actifs excédentaires pour 748 000 $. Donc, la valeur en continuité d'opération serait plus autour de 6,12 millions. Une valeur nette tangible, on va aller voir tantôt, à 766 000 $. Donc, on dit l'achalandage de 5,36 millions. Et sur une valeur d'entreprise de 6,5 millions, ça fait 82%, ce qui est quand même beaucoup.
Et si on a des flux de trésorerie net annuels de 663 000 ça prendrait 8 ans pour récupérer cette valeur-là d'achalandage. C'est quand même considérable. Mais le problème qu'on a avec cette méthode-là, si on suppose que Friandier Supérieur est une entreprise quand même qui a quelques années, qui n'a jamais fait d'acquisition d'entreprise, donc le bilan, ce qu'on a comme information, dans le fond, c'est vraiment le bilan comptable. Mais dans ce bilan-là comptable, quelle est la véritable valeur du bâtiment? Quelle est la véritable valeur du terrain au 31 décembre 2015? Alors, souvent, on n'a pas cette information-là. Et le client ne l'a pas non plus, ou la personne qui est l'actionnaire ne l'a pas non plus. Peut-être une évaluation municipale. Si l'entreprise est installée là depuis très longtemps, souvent l'évaluation municipale n'a pas vraiment suivi la juste valeur marchande de ce terrain-là, ni de ce bâtiment-là. Alors, on se ramasse souvent que quand on fait l'évaluation de la valeur nette tangible, ben, c'est pas beaucoup d'argent. Il reste pas grand-chose. Donc, est-ce que à ce moment-là, notre comparaison est vraiment bonne? Parce que peut-être que notre terrain, notre bâtiment, nos équipements sont sous-évalués. Et un évaluateur d'entreprise comme moi, on ne fait pas l'évaluation de la juste valeur marchande d'équipements et de bâtiments. C'est un travail qui est fait par des évaluateurs agréés. Et évidemment, pour le client, pour l'actionnaire, ben, aller chercher une expertise additionnelle, mais c'est des coûts supplémentaires, puis souvent, on ne le fera pas. Donc, cette méthode-là d'analyse de l'achalandage a ses limitantes, surtout à cause de ça, parce que la seule information qu'on a, c'est la valeur au livre, et souvent, ça va venir sous-estimer la juste valeur marchande des actifs qui sont en opération. Donc, dans la vraie vie, cette méthode-là, on va l'utiliser, mais on va essayer de trouver d'autres méthodes de corroboration, comme les sociétés cotées en bourse ou les transactions passées. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, je vais le présenter aussi en Excel, j'ai trouvé 4 entreprises qui sont cotées en Amérique du Nord, qui fabriquent des friandises. Il y en a 3 qui ont une capitalisation boursière de moins de 100 millions. Et il y a Rogers Sugar qui a une capitalisation boursière de 640 millions. Mais on va se rendre compte qu'une fois qu'on fait les transformations requises, une entreprise qui a 640 millions de capitalisation boursière, on peut la rendre quand même relativement comparable à l'entreprise qu'on évalue. Donc si on revient encore une fois en Excel et on va regarder cette méthode-là, les compagnies cotées à la bourse, on va peut-être rapetisser ça un petit peu. Pas trop, parce que je sais que vous êtes déjà sans doute plus petit que moi, là. Donc dans le fond, la valeur d'entreprise d'une entreprise cotée à la bourse, c'est la capitalisation boursière plus sa dette nette. Donc, on est capable d'extraire ici, une fois qu'on a sorti l'information sur sa capitalisation boursière et sur ses dettes, la valeur d'entreprise. On voit ici, surtout à cause de Rogers Sugar, souvent les entreprises plus grandes ont plus de dettes, que le niveau de dette de nos comparables est quand même sensiblement plus élevé que l'entreprise qu'on évalue. Ça, il faut être donc très prudent des fois quand on va évaluer les résultats qu'on va obtenir. On a les ventes annuelles ici. On a le niveau de BAYA annuel des derniers 12 mois de ces entreprises-là. On est donc capable de calculer sans ajustement quels sont le niveau de multiple en fait de valeur d'entreprise sur les ventes et de valeur d'entreprise sur le BAYA. Et on va essayer de comparer ça pour l'entreprise qu'on évalue. Donc, nos amis ici de Friandier Supérieur, si on regarde leurs résultats sur une moyenne pondérée sur 5 ans, 7,5 millions de ventes, 884 000 de BAYA. Et on va essayer de réconcilier ça avec ces comparables-là. Donc, premièrement, on va ajuster pour la taille de l'entreprise parce qu'on a des disponibles à partir de l'article que j'ai cité tantôt qui parle des tailles d'entreprise, des primes de taille des entreprises canadiennes. On va supposer que toutes ces entreprises-là sont au Canada, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Alors, si on les ramenait au Canada, ben, les 2 premières entreprises auraient la même prime de taille que l'entreprise qu'on évalue. Par contre, Rocky Mountain, qui est quand même sensiblement plus gros, aurait une prime de taille de 2,56%. Et Rogers Sugar, en fait, une prime négative, parce que c'est une grande entreprise. Donc, si on part parce que ces entreprises-là sont à la bourse, si on part de ce qu'on a fait comme CMPC pour Friandier Supérieur et on regarde le CMPC moyen
pour les entreprises cotées à la bourse. Donc la ligne 21 ici, c'est le taux de rendement attendu pour un investisseur public à la bourse, pour une entreprise semblable. C'est notre point de départ. Et on va corriger les CMPC de ces entreprises-là comparables. On peut calculer les marges de BAYA de ces entreprises-là comparables. Et friandise supérieure est à 11,8%. Donc, si on faisait un calcul de capitalisation de ces entreprises-là avec leur CMPC à 1% de croissance perpétuelle, donc c'est 1 $ de flux de trésorerie si on veut qu'on actualise, on voit qu'évidemment, plus l'entreprise est grosse, parce qu'elle a un CMPC plus petit, elle va avoir une valeur plus élevée comparée à l'entreprise qu'on évalue. Et donc, on peut donc calculer un facteur de correction de la taille d'entreprise qui va être donné par la capitalisation d'1 $ de flux de trésorerie pour notre entreprise par rapport à la capitalisation d'1 $ de flux de trésorerie pour les entreprises comparables. Et on peut ajuster à ce moment-là la profitabilité basée sur la taille de l'entreprise. Pas la profitabilité, mais la valeur basée sur la taille de l'entreprise. On peut aussi corriger pour le niveau de profitabilité pour réconcilier le multiple de valeur d'entreprise sur les revenus. Parce qu'évidemment, une entreprise qui fait les mêmes revenus et qui a 2 fois plus de BAYA, va se vendre 2 fois plus cher. Donc, on va encore une fois simplement diviser le taux de la marge de BAYA de notre entreprise par rapport à l'entreprise comparable. Et on va avoir un facteur de correction de la profitabilité. Et on va appliquer ces facteurs de correction-là pour aller chercher notre multiple ajusté de valeur d'entreprise sur les ventes et de valeur d'entreprise sur le BAYA. Donc, dans le cas des ventes, on utilise et la correction pour la taille d'entreprise et la correction de profitabilité, alors que pour le BAYA, on ne va utiliser que le facteur de correction de taille d'entreprise. Et quand on fait ça, ben, ça permet de ramener souvent nos comparables de façon pas mal plus serrée. Et si on fait la médiane de ça, on obtient donc une valeur d'entreprise de 5,7 millions. On enlève les dettes. On a donc des valeurs des actions si l'entreprise était à la bourse. On ajoute la prime d'acquisition. On enlève l'escompte de négociabilité de société privée. On obtient la valeur des actions sans actifs excédentaires, entre 5,2 et 6,6 millions. On ajoute les actifs excédentaires et on a notre comparable de société cotée. Et on se rend compte que, déjà là, que notre fourchette est plus large que notre méthode principale, mais on tombe, grosso modo, à l'intérieur de la fourchette qu'on avait déterminée pour notre entreprise. Parce que tantôt, on avait entre 6,6 et 7,2 millions, et on obtient ici entre 6 et 7,4 millions. Donc, on voit que la méthode de corroboration ici donne quand même des résultats qui sont intéressants. On va poursuivre. On va poursuivre parce que l'autre méthode, évidemment, c'est de prendre des transactions passées. Alors, le problème des transactions passées, c'est que on a peu d'informations souvent sur c'était quoi leur perspective de croissance au moment où elles ont été acquises. On a souvent peu d'informations sur leur niveau de dette réelle au moment où elles ont été acquises. Et évidemment, vu que c'est une transaction, ça inclut déjà c'est des sociétés privées, donc ça inclut déjà la prime d'acquisition et l'escompte de négociabilité pour une société privée. Et l'autre élément qui est souvent très difficile à réconcilier, c'est la forme de paiement. Donc, autant le type de transaction, souvent les entreprises comme ça sont vendues, non pas, ce ne sont pas les actions qui sont vendues, mais ce sont les actifs. Alors que nous, ici, on veut estimer la valeur quand on vend des actions de notre entreprise. Et la forme de paiement n'est pas toujours comptant. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on a des situations où la forme de paiement n'est pas comptant, on doit ajuster le prix de la transaction pour ramener ça en juste valeur marchande, donc en monnaie sonnante et trébuchante en date du jour, ou en tout cas à la date d'évaluation. Donc, c'est souvent beaucoup plus complexe de travailler avec des transactions passées. Et par contre, c'est de l'intérêt, c'est que souvent, on va trouver des entreprises qui sont grosso modo de la même taille que celles qu'on évalue. Alors ça devient donc intéressant. L'autre élément, comme je disais, qui est souvent complexe, c'est la réconciliation de la dette. Donc, si on regarde le fichier Excel pour en détail, mais premièrement, on a la source, donc la base de données nous donne
les valeurs d'entreprise qui sont impliquées dans la transaction en question. On va supposer ici, pour fin de réconciliation des transactions, un niveau moyen de dette. Ça va donc nous donner, connaissant la valeur d'entreprise, la valeur présumée des actions. Et on pourra, à ce moment-là, avoir une valeur présumée des actions avant la prime d'acquisition pour fin de déterminer notre prime de taille de l'entreprise. Ici, on va partir pour l'entreprise qu'on évalue au CMPC, dans lequel qui est appliqué vraiment à une société privée. Donc, on va mettre une prime d'acquisition typique, on va mettre un escompte de négociabilité, et pour le ramener vraiment à une CMPC d'une société privée comparable, et non pas, comme on avait tantôt au CMPC, si l'entreprise était à la bourse, et appliquer après ça les primes d'acquisition et les escomptes de négociabilité. Encore une fois, pour chacune des entreprises, on a le niveau de vente, donc de revenus, le BAYA, les multiples de base, avant justement. On a souvent, ces bases de données-là nous donnent le type de transaction. Donc les trois premières, c'était une vente d'actions. Les deux dernières, vente d'actifs. Les deux premières, surprenamment, c'est la même structure. Ils ont été vendus 2 tiers au comptant, 1 tiers sous forme d'actions cotées à la bourse. Donc c'est un acquéreur public qui a acquis l'entreprise et qui a payé 1 tiers en actions d'entreprise cotées à la bourse. Même chose pour le deuxième, alors que les trois autres ont été payés comptant. Donc ici, on va faire un peu le même travail. On va déterminer le CMPC de chacune de ces entreprises-là. On va donc calculer un facteur de correction lié à la taille de l'entreprise. On va appliquer encore une fois avec les différentes marges de BAYA, pour celles évidemment qui font du BAYA, un facteur de correction de profitabilité, même principe. Et on va ajouter un facteur de correction lié à la forme de la transaction. Donc, grosso modo, règle du pouce, que des actions cotées à la bourse sont, quand on reçoit ça comme paiement, évidemment, on ne peut pas les vendre du jour au lendemain. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle un escompte de bloc d'actions, typiquement entre 2 et 5%. Donc, supposons ici un escompte de 5-6%, un tiers de transaction est en action, donc un escompte de 2%. Dans le cas d'une vente d'actifs au lieu d'une vente d'actions, moi, c'est ma règle du pouce. J'utilise un escompte de 5%, parce que dans le fond, dans un cas d'une vente d'actifs, l'acquéreur est sans doute prêt à payer un peu plus cher pour, un, choisir les actifs qu'il veut réellement, et deux, être capable de les amortir et d'avoir des bénéfices fiscaux. Donc, quand on fait ça encore une fois, on va trouver des multiples ajustés. On va toujours utiliser des médianes. On va calculer donc la valeur d'entreprise, on enlève les dettes, on ajoute les actifs excédentaires et on a la valeur des actions. Et on voit ici qu'avec ces quelques transactions-là qu'on a ici, dans je pense que j'avais 6 ou 5 transactions comparables, mais j'avais des calculs seulement pour 3, parce qu'il y a 2 de ces comparables-là qui n'ont pas de marge de BAYA. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à calculer l'ensemble de mes comparables dans ces cas-là. Et à ce moment-là, ça réduit d'autant la capacité de conclure. Donc, c'est un échantillon qui est très petit. Est-ce que c'est vraiment le bon échantillon? Pas toujours évident, mais quand même, on a une autre source de corroboration. Si on revient à notre fichier PowerPoint, la règle du pouce qui était disponible, qui venait du Business Reference Guide, disait pour Food Processing and Distribution, des produits qui sont brandés, donc des produits avec marque de commerce, ce que j'ai supposé pour friandises supérieures, disait 4 à 7 fois le bénéfice avant intérêt et impôts comme valeur d'entreprise. Alors, quand on utilise ce multiple-là, on obtient une valeur d'entreprise qui est très faible, une valeur des actions autour de 4,4 millions qui semble être très faible. Alors, le Business Reference Guide, c'est souvent bon pour des très petites entreprises. Alors ici, est-ce que ça s'applique réellement? La règle du pouce dans le Business Reference Guide, c'est un manuel de 1000 pages. Et pour cette business-là, ce segment d'affaires-là, c'était une section d'un paragraphe. Alors, très peu d'informations pour substantier le multiple qui est donné ici. Alors, évidemment, on semble conclure que cette règle du pouce-là ne s'applique pas. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une table où on réconcilie l'ensemble de nos sources de données. Donc, on a notre méthode principale qui est la capitalisation des flux de trésorerie, qui donne une valeur moyenne de 6,87 millions.
on a des sociétés cotées comparables qui sont relativement en ligne avec cette conclusion-là. Des transactions passées qui sont quand même, je vous dirais, dans la fourchette très inférieure de ce qu'on obtient. La règle du pouce qui est largement inférieure et l'analyse de l'achalandage. Et comme évaluateur, on doit conclure à savoir si notre méthode principale d'évaluation est convenable ou non. Et c'est le genre de situation qu'on a dans la vraie vie. C'est-à-dire, ça n'a pas été patenté avec le gars des vues. Malheureusement, c'est pas toujours simple de conclure sur la valeur d'une entreprise. Il faut y aller avec du jugement et mettre là-dedans l'expérience d'avoir conduit des dossiers d'évaluation. Dans le cas qui nous occupe, ce qu'on a vu, c'est que, on a quand même peu de comparables. Donc, autant les sociétés cotées à la bourse, on en avait 4, et pour une des 4, on n'était pas capable d'avoir des ratios ajustés parce que le BAYA était négatif. Pour les transactions, on en avait 5, mais sur les 5, il y en avait 2 qui, encore une fois, n'ont pas été retenus parce que le niveau de BAYA était négatif. Donc, il y a quand même un échantillon ici qui est très, très, très petit. Malgré le fait que l'échantillon soit très petit, on avait quand même, en utilisant les sociétés cotées comparables, une conclusion intéressante, qui est mieux que rien. Donc, c'est vraiment pas si pire. Pour la règle du pouce, très peu d'informations. Et donc, à ce moment-là, difficile de la retenir. Souvent, dans les règles du pouce, quand on met ensemble l'ensemble des sources d'informations qu'on a, on va en avoir 3 ou 4. Et si j'ai 3 ou 4 règles du pouce, ben c'est très, très probable que je vais en trouver 2, peut-être sur les 4, qui donnent des résultats très proches de les résultats que j'obtiens par ma méthode principale. Mais ici, comme je le disais, j'en ai seulement une qui était très peu documentée. Je la présente quand même, mais la conclusion est que cette règle du pouce-là n'est pas en mesure de présenter vraiment la profitabilité de l'entreprise que je regarde. Et finalement, on peut regarder simplement l'analyse de l'achalandage résultant. Mais souvent, comme je le disais, comme dans le cas présent, ça donne un chiffre très important, mais c'est très difficile encore de le substancier convenablement, parce que la valeur nette de nos actifs tangibles, est-ce que c'est vraiment une valeur ou c'est simplement une valeur au livre? Alors, si on est, c'est souvent très difficile de conclure que la valeur au livre est vraiment une juste représentation de la juste valeur marchande des actifs en opération. Et conséquemment, il faut être prudent quand on conclut et qu'on dit que 80% de la valeur est dans l'achalandage et ça va prendre 8 ans de flux de trésorerie pour récupérer l'achalandage. Si on corrigeait la juste valeur des actifs tangibles, on modifierait cette conclusion-là et on l'amènerait probablement à un niveau plus intéressant. Typiquement, le niveau d'achalandage dans les entreprises, c'est normal qu'il soit important parce que c'est normal qu'une bonne partie de la valeur réside dans la marque de commerce, dans la technologie, dans les relations clients que l'entreprise entretient. Et c'est tout à fait normal, donc, qu'on ait des chiffres importants. Maintenant, 80%, c'est beaucoup. Mais c'est pas rare de voir 60-70% non plus. Donc, faut pas s'étonner de voir des chiffres de cette ampleur-là. Mais, encore une fois, si on avait corrigé la valeur des terrains des bâtiments, on aurait sans doute eu une réponse un peu différente. En conclusion, je ne répéterai jamais assez que il est primordial de corroborer les conclusions de valeur obtenues. Moi, je connais des gens peut-être qui vont le faire un peu moins. Ils vont reposer beaucoup leur jugement sur leur expérience. Mais justement, par expérience, on peut faire des découvertes intéressantes à regarder les comparables. Et évidemment, si on évalue toujours les mêmes genres d'entreprises dans les mêmes industries, j'imagine que éventuellement on développe une sensibilité aiguë pour cette industrie-là et on n'a pas besoin de faire ben de l'analyse de corroboration. Mais si on regarde les entreprises dans des secteurs variés, moi je trouve fondamental qu'on puisse corroborer
notre conclusion qu'on a déterminée à partir de notre méthode principale par ces méthodes-là. Et il y a beaucoup de méthodes disponibles. Donc la première, c'est simplement de valider la raisonnabilité de l'achalandage. La deuxième, on a les comparables de marché, qui elles-mêmes se scindent en deux parties. Ça, c'est des cotés à la bourse versus des transactions passées. Et il y a les règles du pouce. Et à moins d'évaluer de grandes entreprises, pour lesquelles, évidemment, les règles du pouce peut-être perdent un peu de signification. Quand on est dans la PME, les règles du pouce, on peut très souvent en trouver. Ça devient donc un outil très complémentaire pour conclure sur la valeur de notre conclusion qu'on a obtenue avec la méthode d'évaluation principale. Bon, je suis peut-être allé un peu trop vite, mais ça conclut pas mal ma présentation que je voulais faire aujourd'hui. Il est 12h51. Moi, j'inviterai les gens peut-être qui ont des questions à les poser à travers le chatroom. Et s'il n'y en a pas, ben on va clore ça dans les prochaines minutes. Avant de peut-être vous quitter, je vous invite, ceux qui n'ont pas encore fait, à vous abonner au billet de blog du CFO Masqué, en fait, de vous abonner à notre site web. Et si vous avez des questions, je vous répète que vous pouvez toujours aller les poser sur le forum de discussion. Et voilà, ça complète ma présentation. Là, je pense qu'il n'y a aucune question dans le chat room. Alors, si tel est le cas, je vais mettre fin à la présentation et je veux vous remercier de votre participation. Et comme on le disait, le webinaire sera disponible en mode... en fait, on l'a enregistré et on va le partager avec les participants au cours des prochains jours. Merci beaucoup et bonne fin de journée.